La calligraphie en difficulté depuis l'avènement des œuvres d'impression numérique. Le jeûne musulman ne peut démarrer si la lune n'est pas observée, une condition qui très souvent pose problème. Quel est donc le sens de l'observation de la lune? On le saura dans ce journal. Et puis au Liban, plus de 50 personnes blessées dans l'explosion d'une voiture piégée mardi. La crise en Syrie semble désormais déborder au Liban. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12h30. La calligraphie connaît quelques difficultés depuis l'avènement des œuvres d'impression numérique. Les œuvres calligraphiques sont de ce fait délaissées, ce qui fait baisser le chiffre d'affaires des calligraphes. Pourquoi ce désintérêt de la population? La réponse avec Franck Quadio. Tout part d'une esquisse souvent faite au crayon, puis la naissance des formes et des différents contours. L'art de la calligraphie, un papier ou une toile pour reproduire le message, souvent un dessin ou même un slogan, voire une annonce. Salem est diplômé de l'INSAC. Installé dans cet atelier depuis 4 ans, il a choisi la calligraphie comme un moyen d'expression. La matière encore plus résistante, et c'est la créativité. La calligraphie, c'est l'art de savoir bien écrire. Donc nous pensons que la calligraphie a toujours sa place. Voilà. Et aujourd'hui, ça nourrit son homme. Un métier donc qui s'exerce le plus souvent manuellement, mais depuis quelques années gagné par les nouvelles technologies. Et une fois passé au crible des pixels, la calligraphie se mue en impression numérique. Et ils sont plusieurs anciens calligraphes piqués par le virus. Nous sommes au 21e siècle, non? Voilà, on ne peut pas faire les trucs d'avant. Nous-mêmes, on faisait la calligraphie, mais on ne fait plus. On travaille plutôt sur le numérique maintenant. Et le résultat est jugé utile et agréable par les utilisateurs. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Et puis, les gens préfèrent ça parce que c'est plus facile à présenter les produits. Certains irréductibles, cependant, préfèrent l'original sobriété des enseignes des travaux calligraphiques. Ce ne sont pas des images que les gens ont importées pour venir coller sur des supports, mais c'est la personne qui l'a fait qui a vraiment eu l'idée de pouvoir créer cela. C'est plus original. L'activité tend cependant à perdre son caractère d'origine. Plus besoin d'être un bon dessinateur. Un ordinateur et une imprimante désormais suffisent. À chacun de s'adapter comme il peut. Et puis le jeûne musulman a débuté mardi en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays, il a commencé mercredi. La raison, la lune n'avait pas été vue dans ces pays, mais en Côte d'Ivoire, si. Le début du jeûne rime avec l'observation de la lune, ce qui décale très souvent le début du jeûne d'un jour dans plusieurs pays et pose le problème du jour de la fête du Ramadan. Hamza Diaby nous explique le sens de l'observation de la lune dans ce reportage. Chaque année, la même confusion au sujet du début et de la fin du mois de Ramadan. D'un côté, les pays qui anticipent et de l'autre, ceux qui retardent le jeûne et sa rupture. Un fait lié à la vision ou non du croissant lunaire. Et pourtant, pour les autorités islamiques ivoiriennes, il n'y a pas lieu de polémiquer. C'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Jeûnez dès que vous voyez le croissant lunaire et arrêtez le jeûne du Ramadan dès que vous voyez le croissant lunaire. » Selon l'imam Sékou Silla, un jour peut-être, la communauté musulmane mondiale s'accordera sur une date unique, mais pour l'heure, chaque pays s'en tient à l'observation effective du croissant lunaire. Si, d'aventure, nous et nos voisins, nous arrivons à nous mettre d'accord sur les règles du travail et que la confiance s'établit entre nous, il n'y a pas de doute qu'il vienne un jour où on puisse ensemble commencer et terminer. Cela, nous l'envisageons pour le futur. Observer la lune donc avant le début du jeûne, une recommandation du prophète de l'islam. Pour les fidèles musulmans, il n'y a alors pas de calcul scientifique qui tienne. Ces données scientifiques peuvent peut-être venir pour confirmer, mais pour l'heure, en tout cas, la communauté musulmane mondiale estime que la tradition prophétique, elle a toute sa portée. Les inscriptions coraniques ont toute leur portée et donc ne sauraient être mise en marge au profit de l'évolution technologique. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman, un moment de réflexion et d'adoration d'Allah. Au cours de ce mois, les musulmans observent le jeûne, 4e pilier de l'islam qui a pour but de leur enseigner la patience, la modestie et la spiritualité. Les parlements au cœur de la construction de la nation, le thème de cette
39e session, je vais y arriver, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les travaux de cette session se sont ouverts hier au Palais des Congrès de l'Haute-Île-Ivoire, une rencontre doublée de la 6e édition du Parlement francophone des jeunes. 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Abidjan. Thème retenu, les parlements au cœur de la construction de la nation. 35 délégations parlementaires vont réfléchir sur des thématiques qui touchent à la sécurité, l'économie et la politique. Cette session est donc l'occasion d'asseoir les bases d'une coopération globale pour une consolidation du concept de la nation. La réintégration de la section ivoirienne au sein de notre Assemblée l'an dernier à Bruxelles a été le premier jalon d'une coopération nouvelle entre l'APF et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est le lieu de réaffirmer que l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire pourra toujours compter sous le soutien total de l'APF. Réaliser l'unité en préservant la diversité par le dialogue, les débats et les compromis, une prescription du secrétaire général de la francophonie. Quand nous parlons de paix, d'égalité, il faut qu'à l'intérieur de notre Côte d'Ivoire, nous réalisions au préalable la paix entre tous les Ivoiriens, l'unité de tous les Ivoiriens et surtout l'égalité entre tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est. Le Parlement qui vous accueille aujourd'hui est à un point douté une institution efficace, avec à sa tête un président actif, qui a su l'ouvrir au monde et aux meilleures pratiques législatives. Il contribue à la modernisation de la société et au renforcement des normes démocratiques dans notre pays. Je suis convaincu que l'Assemblée parlementaire de la francophonie saura constituer un atout pour notre Parlement, dont 3 parlementaires sur 4 siègent pour la première fois dans l'hémicycle. La francophonie est l'ensemble des pays ayant en partage l'usage de la langue française. C'est donc ensemble que l'Assemblée parlementaire des pays francophones va donner tout son sens à l'Assemblée nationale, lieu de construction et d'identification à une nation et aussi source de démocratisation des États. Et puis l'État ivoirien, sollicité pour subventionner l'impression des journaux et régler la note des annonceurs publicitaires, estimée à plus de 400 millions de francs CFA. Ce sont des doléances présentées au ministre de la Communication par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le GEPSI. Les éditeurs de Côte d'Ivoire ont rencontré la tutelle hier pour en parler. Par ailleurs, les éditeurs souhaitent l'implication de l'État dans la ratification de la Convention de Nairobi. Relever le défi de l'emploi par le développement des compétences techniques et professionnelles, c'est ce à quoi s'attelle l'Association de développement de l'éducation en Afrique et le ministère des Affaires sociales, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'où la tenue d'un séminaire inter-État auquel participent 14 pays africains. 70% de jeunes accédaient au cycle primaire en 2010 et seulement 60% achevaient ce cycle. Aujourd'hui encore, ces chiffres sont en baisse. La formation et la professionnalisation de tous les Africains, notamment les jeunes, sont pourtant une priorité. D'où la tenue d'un séminaire en vue de valoriser et reconnaître les compétences acquises par la formation et la professionnalisation en situation de travail. Un séminaire initié par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, et le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. De nombreuses compétences se développent au quotidien, dans des contextes de travail divers et variés, au-delà, je dis bien au-delà même des contextes classiques dits formels. Nous devons donc prendre en compte ces volets de formation en leur conférant reconnaissance et dignité dans l'intérêt de notre jeunesse et de nos économies. C'est pour cela, dis-je, que mon département n'a pas hésité à accompagner l'ADEA à aider les pays africains à promouvoir le développement des compétences sous toutes ses formes. Les experts de 14 pays d'Afrique mutualisent donc leurs expériences pour favoriser le développement des compétences techniques et professionnelles. Ce séminaire interpays sur les cadres nationaux de certification pour aussi relever le défi de l'emploi et du développement durable.
L'ADEA invite les responsables de la formation professionnelle à s'investir dans la croissance du niveau de qualification des apprenants et des enseignants. Toute chose qui favoriserait l'insertion professionnelle des jeunes en quête d'emploi. Non loin de chez nous, au Mali, Dioncounda Traoré a reçu mardi les 28 candidats en lice pour le scrutin du 28 juillet prochain. Le président malien par intérim entend résoudre les difficultés, un pari qu'il faut gagner pour un retour rapide à la démocratie dans le pays. Cette rencontre intervient 3 jours après l'ouverture de la campagne électorale et à un moment où le report du scrutin du 28 juillet est de plus en plus évoqué à cause des difficultés constatées dans l'organisation de la présidentielle. Certains candidats plaident pour un report pur et simple. Explosion d'un convoi de wagons-citernes dans la ville québécoise de Lac-Mégantic. C'est au Canada. Une partie de la ville détruite, plusieurs personnes sont mortes. La société ferroviaire américaine et les pompiers se rejettent la faute. Et puis au Liban, chiites et sunnites se déchirent. La crise syrienne se déporte dans le pays. Une cinquantaine de personnes blessées hier dans un attentat dans une banlieue chiite de Beyrouth en Syrie. Le Hezbollah appuie les troupes du président syrien Bachar al-Assad. Nouvelle échappée belle ou nouveau palier franchi sur la voie de la discorde, les actes d'incitation à l'affrontement intercommunautaire ont en tout cas atteint les portes de la capitale libanaise. L'attentat à la voiture piégée mardi à Bir el-Abed, dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah chiite, aura été plus spectaculaire que dévastateur. L'explosion a fait une cinquantaine de blessés, dont 12 seulement sont restés à l'hôpital. Grâce à Dieu, ce crime n'a pas atteint ses objectifs en termes de victimes. Mais ce crime est le signe d'une phase très dangereuse à venir dont nous devons être conscients. Commis le premier jour du Ramadan sur le parking du centre commercial de coopération islamique, l'attentat a aussitôt été dénoncé par les politiques comme une provocation. Plusieurs membres du gouvernement démissionnaire, dont le ministre de l'Intérieur, se sont rendus sur place pour tenter d'apaiser les esprits. Évidemment, ils tentent de créer la discorde confessionnelle, une discorde entre sunnites et chiites. Mais je vais vous dire que ni les sunnites ni les chiites ne l'accepteront, quoi qu'il arrive. Il a dû quitter les lieux sous la protection des forces de l'ordre pour éviter un lynchage par une population l'accusant de parti pris pour Ahmed Lassir, un dirigeant salafiste sunnite. Brandissant les portraits de Hassan Nasrallah, les partisans du mouvement chiite pro-syrien et pro-iranien se disent en effet convaincus que ce sont les extrémistes sunnites qui ont fait le coup sur ordre d'Israël. En tournée d'inspection sur un site d'entraînement de Tsahal, le ministre israélien de la Défense a rétorqué que cet attentat résultait de la lutte entre chiites et sunnites et qu'Israël n'y était impliqué en aucune manière. Et puis cette information avant de nous dire au revoir, le pape durcit les sanctions pénales contre la pédophilie au Vatican. Le pape a signé un décret aujourd'hui contre tout abus à l'encontre des mineurs, dont les crimes de pédophilie et la prostitution de mineurs. Et c'est à Saint-Siège et dans la Curie, le gouvernement du Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Là, vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.